Douganowski. Aujourd'hui, comme cela a été annoncé depuis très longtemps, nous recevons, ça fait 3 semaines que nous annonçons ça, nous recevons aujourd'hui le premier responsable du GPS aux États-Unis, où nous allons parler en long et en large jusqu'à 23 heures du GPS, de son président, de ses alliances, de ses amitiés avec les autres partis politiques et de leur démarche politique pour les élections 2025. Vous savez que M. Kibafori Soro-Guillaume, son nom, il a été condamné abusivement à perpétuité. Moi, je retiens ce que le président dit. Donc, il n'est pas sur la liste électorale et il n'est pas candidat. Moi, je dis une chose. Monsieur Kibafori Soro-Guillaume, s'il était toujours au RHDP, il n'allait pas subir toute cette tracasserie. Comme je le dis toujours, la politique en Afrique, quand tu es avec eux, tu es un ange. Quand tu n'es pas avec eux, tu es un démon. Monsieur Soro-Guillaume pouvait baisser sa tête et foncer toujours avec le RHDP comme certains le font aujourd'hui. Mais à un moment donné, en tant qu'être humain pensant, c'est ça qui fait la différence, en tant qu'être humain intelligent, il a dit non, je ne peux pas continuer dans cette voie. Il a exprimé son amertume et ses regrets. Oui, j'ai porté sur mes épaules, ça c'est moi qui le paraphrase, j'ai porté sur mes épaules le combat de Dramane Ouattara. Mais notre combat, c'était pas, nous n'avons pas pour objectif cela qu'il reprochait au président Dramane Ouattara et au RHDP, et il a préféré claquer la porte. Ça, c'est un homme de conviction, c'est un homme courageux, c'est quelqu'un qui a foi et quelqu'un qui a la crainte de Dieu. L'homme intelligent, c'est celui qui ne répète pas ses erreurs. L'idiot, c'est celui qui répète ses erreurs. Donc aujourd'hui, M. Soro-Guillaume, ne faisant pas partie du RHDP, nous devons lui dire merci. Il pouvait faire comme tout le monde, hein? Comme tous ceux qui sont là-bas, tête basse, et il continue. Devant toutes les exactions qui sont commises tous les jours par le gouvernement, eux, ils s'en foutent. Ils pouvaient le faire. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, faire son mea culpa et prendre de nouvelles directions, la bonne direction. Voici pourquoi j'admire ce jeune frère. Je l'admire beaucoup. Aujourd'hui, nous recevons le responsable et nous allons parler en fond et en comble le GPS sur la scène politique ivoirienne et aussi dans le monde. Oui, bonsoir, je suis connecté. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir, chers animateurs. C'est avec plaisir que je suis avec vous ce soir et je me tirerai vraiment satisfait l'audience à travers les questions qui me seront posées. Et donc, merci vraiment de m'avoir donné cette occasion aujourd'hui jusque-là. De passage, je voudrais dire merci à tous les nombreux auditeurs et auditrices de Jacques Roger Show International et particulièrement à tous les sympathisants et à
tous les militants du GPS. Je dis un sincère remerciement et particulier à Maman Adja. Elle est toujours à l'écoute de Jean Roger Show International. Maman Adja, c'est votre bonsoir. Merci. Alors, le frère Sidibé, présentez-vous aux nombreux auditeurs et auditrices qui sont accrochés sur cette ligne. Présentez-vous et on pourra ensemble déballer le programme de ce soir. Voilà, merci. Encore, je me présente Taïbou Sidibé. Je suis membre du cadre restreint du GPS et aussi coordinateur de GPS au niveau des États-Unis. Donc, au niveau du GPS, c'est ce que je peux dire. Et donc, je suis très heureux d'être là ce soir avec vous. Merci. Merci, cher coordinateur du GPS USA. Alors, on va commencer par là. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation GPS, PDCI, PPACI, c'est-à-dire la grande opposition en Côte d'Ivoire, qui ont fait une démonstration de marche pour exprimer leur ras-le-bol devant l'ONU à New York. Alors, est-ce que vous pouvez, nous faire un bilan, je sais que ça s'est passé aujourd'hui, un bilan de cette journée d'aujourd'hui? Oui, merci de m'avoir donné cette opportunité. Effectivement, nous avons eu aujourd'hui une rencontre des différents partis politiques de la Côte d'Ivoire, pas et tous, certains, par rapport à la situation que nous vivons tous en Côte d'Ivoire, qui est liée à l'exclusion volontaire de certains leaders politiques de la liste électorale. Et donc pour nous, c'était une manière aujourd'hui d'aller devant les Nations Unies et interpeller les Nations Unies à travers une motion de processation que nous avons lue pour dire que l'ONU, comme on l'appelle aussi, doit vraiment essayer de s'impliquer aujourd'hui dans la situation en Côte d'Ivoire pour éviter une crise. Actuellement, nous sommes au stade de crise politique, mais nous ne voulons pas que cela arrive aujourd'hui à dépasser cela jusqu'à aller à une crise sociale qui peut jusqu'à entraîner des morts comme nous l'avons vécu en 2020. Nous savons tous comment les élections ont été en 2020, où tous les candidats avaient été exclus et le parti au pouvoir, bien qu'il se soit maintenu, est passé sur le corps de certains Ivoiriens. Et donc, nous ne voulons pas que cela se reproduise. Et en tant qu'Ivoiriens de tous bords politiques, nous nous sommes réunis aujourd'hui devant l'ONU pour interpeller l'ONU et leur dire que trop c'est trop. Voilà, comme le président Gbagbo a lancé le slogan. Nous étions avec le PPACI, le GPS et le PDCI et certaines associations qui étaient avec nous, voilà, de partis civils, voilà, qui sont venus aussi soutenir avec nos camarades activistes sur place. Donc, c'était un peu ça l'objectif essentiel, dire non à l'exclusion des leaders politiques, à savoir le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le président Guillaume Soro. Donc, voilà un peu aujourd'hui la raison pour laquelle nous étions devant l'ONU pour protester. Alors, quels sont quel bilan provisoire vous pouvez faire? Est-ce que les Ivoiriens se sont mobilisés massivement? Est-ce que il y a de l'espoir que désormais ces marches pourront avoir une portée de grande envergure?
Oui, merci. Je pense que pour cette première marche, d'abord, il faut dire que nous avons choisi un jour ouvrable, c'est-à-dire un jour de travail. Donc, par rapport à cela, nous avons voulu voir un peu notre degré de mobilisation. Et aussi, depuis, je pense, 2020, nous n'avions pas organisé de manifestation en tant que telle. Donc, c'était déjà la première manifestation que nous avons lancée aujourd'hui. Et nous envisageons d'autres tant que la situation va ainsi, si la situation reste actuelle en Côte d'Ivoire. Donc, pour un premier essai, nous dirons que nous sommes satisfaits parce que nous avons eu un monde intéressant. Nous étions autour d'une cinquantaine, qui n'est pas déjà mauvais, peut-être plus parce qu'il y a d'autres qui venaient, qui partaient. Et donc, pour nous, c'était vraiment d'abord d'informer les Ivoiriens pour leur dire que aujourd'hui, nous allons entamer quelque chose. Donc, notre objectif, c'était vraiment de commencer la connexion avec les Ivoiriens pour leur dire que nous devons nous lever, que nous devons, c'est à nous aujourd'hui de lutter pour nos leaders politiques. Donc, ce message, je pense qu'il est passé parce que même ceux qui ne sont pas venus ont eu l'information et nous avons eu des soutiens, beaucoup d'excuses parce que, comme on le dit, il était difficile pour certains de se libérer du boulot, d'autres aussi devaient se déplacer et c'était pas facile, mais nous avons eu des délégations qui sont venues de Philadelphie, de Boston, de Connecticut, de New Jersey. Donc déjà, cela veut dire qu'il y a une flamme que nous avons allumée et nous espérons qu'au fur et à mesure que les choses vont évoluer, nous allons accroître, doubler, tripler, voire quadrupler ce nombre que nous avons aujourd'hui. Donc pour nous, je voudrais dire que c'est une satisfaction. Vu l'organisation, nous avons pu organiser la manifestation. Parce que notre objectif, c'était de réunir les Ivoiriens, de lire la motion. Nous avons lu une motion de protestation que nous devons présenter à l'ONU et cela a été fait. Donc, quelque part, nous pouvons dire que, compte tenu de l'objectif que nous visions, l'objectif a été atteint à 100%. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci, M. Sidibé. Je vous apprends que c'est le coordinateur de GPS aux États-Unis. Alors, nous sommes de plein pied dedans dans la discussion. Présentez-nous un peu, présentez aux éditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui vous écoutent, le GPS. Merci. Le GPS n'est autre qu'un mouvement politique, Génération et Peuple solidaire, qui a été créé par le président Guillaume Soro en août 2019, lorsqu'il était en exil et en Europe, plus précisément à partir de la France. Et l'objectif du président Guillaume Soro, c'était, lorsqu'il a quitté le RHDP, par rapport à ce que vous saviez, parce que il n'adhérait pas à la nouvelle idéologie mise en place par le président Alassane concernant le parti, la vision des partis uniques. Parce que pour lui, le RHDP était un ensemble de partis qui avaient décidé d'être ensemble, mais dont chacun devait garder son autonomie. Et c'est sur cette base-là que le PDCI, l'UDPCI, d'autres partis politiques s'étaient mis ensemble. Et dans le temps, le président Guillaume Soro était à la tête des Forces Nouvelles, qui n'était pas un parti politique, qui était un mouvement, mais qui a décidé de renoncer aussi, qui a décidé de joindre le RHDP. Donc, lorsque le président Alassane a pris l'initiative de la création d'un parti unique au sein du RHDP, le président Guillaume Soro a dit que cela ne rentrait pas vraiment dans l'idéologie, sa conception du RHDP en tant que tel, parce qu'il a trouvé que c'était un peu trop tôt
de sommer, parce que c'était une sommation, de sommer les autres partis de se dissoudre et de se confondre au RHDP. Et c'est ce qui a valu même son départ de l'Assemblée nationale, parce qu'en ce temps, vous avez noté cette formule de M. Bictogo, voilà, qui ouvertement disait celui qui n'adhère pas au RHDP doit libérer le tabouret. Donc, le président Guillaume Soro, étant dans sa conviction, a décidé effectivement de libérer le tabouret parce que la nouvelle vision du RHDP qu'il voyait, cela ne cadrait pas, lui, avec l'idéologie, avec la vision qu'il avait de ce parti-là. Parce que pour lui, c'était un parti où chacun devait garder son autonomie et donc le partage du pouvoir devait être fait entre les différents partis politiques. Donc, à la suite de cela, il a vu la nécessité de créer un parti, un mouvement politique, lui-même, qui allait rassembler un peu tous ceux qui sentaient en eux un peu de Guillaume Soro. Donc, ce mouvement politique est né en Europe et aujourd'hui est grandissant parce que 6 mois après sa création, le GPS avait déjà plus de 500 000 inscrits. Voilà, sur la liste, il y avait leur numéro GPS. Et donc, aujourd'hui, le GPS est implanté partout en Côte d'Ivoire. Nous avons 131 coordinations qui sont partout en Côte d'Ivoire, je dis partout, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Centre. Et partout, vous allez même dans les villages où vous allez aujourd'hui, vous avez un représentant du GPS. Donc, l'objectif, c'était vraiment un travail de terrain, implanter le GPS pour se préparer afin d'affronter les échéances qui vont se présenter à nous. Donc aujourd'hui, je veux dire que le GPS, nous avons eu tout dernièrement une dernière réunion du COC. Le COC, c'est comme le bureau politique qui regorge autour de 500 personnes, voilà, qui ont été nommées par le président. Donc qui ont tenu des réunions, qui ont pris des résolutions. Et donc voilà un peu comment nous fonctionnons aujourd'hui. Vu la situation au pays, parce que le président Alassane n'a pas, le fait de ne pas avoir digéré cela, a accusé le président de façon, je ne vais pas revenir sur les détails, vous savez, parce que l'histoire de la maison, que la maison de fonction qui lui avait été attribuée par Laurent Gbagbo. Voilà, la justice est basée sur cela pour le condamner et ensuite essayer de dissoudre le GPS. Mais dans les textes de la Côte d'Ivoire, le GPS, qui n'était pas un parti politique, ne pouvait pas être dissous par une juridiction, par le tribunal. Et il y avait d'autres procédures à suivre pour pouvoir dissoudre le GPS. Donc pour nous, nous disons que cette décision qui a été prise par le juge est un peu en contradictoire avec les règles de la Côte d'Ivoire qui régissent l'existence d'un mouvement politique ou bien d'une association qui est carrément différente de l'existence d'un parti politique. C'est pourquoi nous disons que voilà, une loi qui est mal appliquée donc est une loi caduque. Donc pour nous, cette loi est caduque parce que elle n'a pas été appliquée. C'est pourquoi nous considérons que le GPS n'a pas été dissous parce que le juge n'a pas appliqué la loi. Donc nous avons tenté une action en justice, en appel, et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'écho. Donc nous disons que tant que cette décision n'est pas rendue, le GPS, logiquement, selon la loi, peut continuer ses activités, c'est ce que nous faisons. Voilà, merci. Merci, monsieur le coordinateur. Pouvez-nous parler un peu des activités du GPS aux USA et puis un peu en Côte d'Ivoire, vos différentes activités, même à travers le monde où vous êtes en Europe. Je sais qu'il y a GPS aussi en Europe. Alors, parlez-nous un peu de vos différentes activités. Oh oui, les activités du GPS, c'est comme les activités de tout un mouvement politique. C'est-à-dire que nous sommes toujours au recrutement des membres, aussi à la structuration et à l'implantation du mouvement
au niveau de la diaspora autant qu'en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, le GPS est un peu dans les grands pays européens. Nous avons des représentants, des coordinateurs. Vous avez vu avant-hier, il y a déjà des coordinateurs qui ont été officiellement nommés. Mais en même temps, nous avons aussi des coordinateurs qui existaient depuis. Donc, c'est dit que aujourd'hui, nous faisons l'implantation du GPS dans tous les pays où nous avons des Ivoiriens. Donc, l'objectif, c'est de permettre à ces Ivoiriens-là de s'exprimer et aussi d'être prêts pour les échéances futures. Donc, nous sommes aujourd'hui, nos activités, comme vous le dites, ici aux États-Unis, par exemple, nous organisons chaque année une manifestation dans le cadre de la réconciliation, parce que nous pensons que ce volet, cette situation de la Côte d'Ivoire est très importante, parce que le GPS ayant été un parti actif un peu dans la crise à travers son président, donc il nous appartient, lorsque le président a lancé le mot d'ordre de pardon et de réconciliation, de pouvoir continuer cela à travers les Ivoiriens, leur faire comprendre que voilà, les crises passent. Les États-Unis ont eu les crises, les guerres révolutionnaires. Au Rwanda, il y a eu des crises, au Libéria, mais cela ne peut pas empêcher le pays d'évoluer. Donc, mais nous devons comprendre, essayer de faire un bilan du passé pour pouvoir mieux construire l'avenir. Donc, pour nous, on s'est dit qu'il faut toujours insister sur la réconciliation parce que la crise a laissé des séquelles. Et pour nous, le travail à faire, c'est de comprendre que ce qui est fait, mais nous devons plus penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire, à l'avenir de nos enfants, afin que personne ne vienne encore en politique créer une situation de crise où les Ivoiriens auront à se tourner le dos avec les armes. Donc pour nous, c'est ce que nous faisons. Et aussi nous organisons des conférences, des formations et des manifestations de mobilisation lorsque cela est nécessaire pour demander justice vis-à-vis à certaines injustices créées par le gouvernement ivoirien à l'encontre de nos leaders. Comme vous avez vu les arrestations aujourd'hui au GPS, ça se fait toujours, même tout dernièrement. La dernière personne arrêtée était l'honorable Kando Soumaro, qui a juste été arrêté parce qu'il a apposé son nom. Voilà, il a signé un document, voilà, au nom du GPS. Et pour cela, on a été condamné à 2 ans. Donc, nous pensons que c'est une violation de ses droits civiques et politiques, parce que tout Ivoirien a droit quand même à exercer ses droits civiques et politiques, et surtout que aucune décision finale n'a encore été prise concernant la dissolution du GPS par les instances supérieures judiciaires. Donc pour nous, voilà, il faut toujours éveiller les consciences et informer sur la pratique illégale que le pouvoir entreprend pour vraiment vouloir dissuader nos militants, les appeler pour qu'ils comprennent que voilà, nous sommes là et nous devons tenir. Nous devons tenir parce que plus nous tenons que nous montrons au pouvoir que les intimidations ne pourront pas nous freiner dans ce que nous faisons. Donc voilà un peu, voilà, ce sont ces genres d'activités que nous menons pour pouvoir encore vitaliser, reviver nos militants aussi et maintenir la flamme du GPS partout où nous sommes. Merci. Alors, merci, on continue toujours. Parlez-nous un peu de vos prisonniers politiques, les prisonniers politiques, c'est-à-dire quand je parle de prisonniers politiques, je fais référence à certains proches du président Soro Guillaume Kibafori qui sont aujourd'hui en prison. On peut avoir combien de sympathisants aussi et de militants du GPS en prison en Côte d'Ivoire? Merci pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous comptons depuis l'attentat manqué contre le président Soro, qui avait décidé de se rendre en Côte d'Ivoire,
nous avons vu que il y a eu vraiment, la justice a commencé à arrêter beaucoup de nos responsables. Le problème, c'est pas les arrestations seulement. Il y a d'autres, par exemple, qui ont été licenciés de leur boulot, et malgré qu'ils sont à la fonction publique, sans vraiment avis, et d'autres ont perdu leur travail, et d'autres sont aujourd'hui en prison. Mais concernant les prisonniers, la stratégie du gouvernement du RHDP, c'était d'essayer d'intimider nos militants. D'abord, ils ont précédé par l'arrestation de certains lorsque le président devait rentrer. Vous avez la vague d'Alain Logognon, Sekongo Félicien, Alphonse Soro, Soro Kanigui, et notre directeur, le président adjoint Soul Toussoul, et beaucoup d'autres qui avaient été arrêtés. Mais certains ont été libérés à travers ce que je peux dire un deal. C'est-à-dire que le deal avec le gouvernement, pour être libéré, il fallait accepter de ne plus appartenir au GPS et aussi de vraiment vilipender notre leader. Donc tous ceux qui ont accepté cela, on les libérait automatiquement sans que la justice n'ait intervenu. Donc cela démontre un peu le caractère, je dirais, un peu politique qui était en dessous de ces arrestations-là, parce que les arrestations n'étaient basées sur aucun fait réel de crime, mais seulement des tentatives de dissuasion, d'intimidation de certaines personnes qui étaient trop proches du président Soro. C'est ainsi que beaucoup ont été libérés et donc ils étaient obligés de rompre les rapports avec le président pour qu'ils puissent vraiment avoir la liberté. Donc ceux qui ont refusé, comme notre vice-président Soul Toussoul, c'est vrai qu'il a été libéré, mais il ne fait que passer devant la justice. Même aujourd'hui, il était encore devant le juge et le procès, à chaque fois qu'il va, le procès est reporté. Donc toujours, c'est une tentative d'intimidation, l'amener vraiment à changer de camp et à rejoindre. Donc cela n'est pas facile. Et donc ensuite, tout dernièrement, nous avons un coordinateur d'Abobo, au nom de Walina Koulibaly, qui a été arrêté. Nous l'avons recherché pendant plus d'une semaine. Ensuite, nous avons Yoko qui a été transféré à la MACA et les faits retenus contre lui étaient, selon eux, que c'est atteinte à la sûreté. Donc, lorsqu'il y a ce genre d'accusation, c'est vague. On ne sait pas qu'est-ce qui constitue l'atteinte à la sûreté. Donc, jusqu'à présent, il n'est pas passé devant le juge. Donc, l'honorable Traoré Mamadou et Kando Soumaro et Traoré Mamadou aussi, voilà, qui sont en prison. Traoré Mamadou juste pour avoir fait un post de Facebook. Voilà, donc ce que les autres ont tourné aux autres partis politiques. Mais lorsqu'on est GPS, je pense que la sanction est vraiment très dure. C'est ce que nous avons constaté. Tout cela démontre un peu que le pouvoir, malgré tout aujourd'hui, tout ce qui se dit, a une peur bleue de Soro Guillaume. Et donc, ils ne veulent même pas aujourd'hui entendre parler des GPS. Ils sont prêts à tout accepter, sauf le GPS. Donc, en conclusion, nous dirons que nous avons aujourd'hui l'honorable Kando Soumaro, qui est en prison, qui a été condamné, M. Traoré Mamadou, qui a été condamné. Nous avons Walina Koulibaly, qui vient d'être arrêté, qui n'est pas encore condamné. Nous avons Kader Doumbia, voilà, qui est encore en prison, qui a été condamné. Et donc, notre vice-président Soul Toussoul, voilà, qui est en liberté provisoire, mais qui chaque mois, est obligé d'aller encore pour des procès, des reports en report. Donc, c'est le triste constat que nous faisons. Tout ça, c'est pour intimider les militants, mais nous sommes sereins. Nous croyons aujourd'hui au président Soro et à sa force, et nous pensons que la majorité des Ivoiriens commence à comprendre aujourd'hui le comportement du RHDP vis-à-vis des GPS. Et cela nous renforce que nous sommes vraiment dans la vérité
Et donc, nous sommes prêts vraiment à lutter pour maintenir cette flamme de GPS qui suivait toujours malgré les tentatives d'intimidation. Nous avons aussi beaucoup de camarades qui ont perdu leur boulot, mais malgré tout, qui sont là et qui préfèrent mener la lutte. Donc, voilà un peu la situation des militants de GPS aujourd'hui. Merci, merci pour cette clarté, pour cette brillante présentation des activités du GPS. Pour clore ce premier volet, je lisais cet après-midi les journaux et j'ai vu qu'il y a un groupe de soroïstes qui ont viré au RHDP. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Merci. Bon, vraiment, je pense que, il y a toujours des tentatives. Hein. Vous savez que le RHDP, depuis qu'il est au pouvoir, a toujours mis en place une politique de dénichement. Hein. Ce n'est pas commencé par le GPS. Vous avez vu aujourd'hui les éminents cas de PDTI qui ont viré au RHDP. Vous avez vu au niveau du PPACI, ceux qui ont viré. Vous avez vu aussi au niveau de l'UDPCI, qui ont viré. Donc, aujourd'hui, excusez-moi, c'est une réalité. Cela n'est pas juste lié au GPS. Mais le problème, c'est que, c'est vrai, en moins de 2 mois, nous avons constaté que des membres du COC, ont quitté, le navire GPS, pour se retrouver au RHDP. Mais nous sommes un mouvement normal. Et nous disons que ce n'est pas seulement au GPS que cela arrive. Et cela ne doit pas constituer pour nous la fin du monde. Parce que ça n'a pas compassé par le GPS. Donc, d'autres vont. Vous avez vu hier, il y a eu une nomination du président. Alors que nous avons 2 membres du COC, un membre du COC qui est parti. Il y a 9 membres qui ont rejoint le cadre du COC. Et nous avons un membre du cadre restreint qui est parti. Il y a un autre membre qui a rejoint le cadre restreint. Donc, ça veut dire que ceux qui vont sont automatiquement remplacés. Donc, ça veut dire que pour un membre du COC qui va, s'il y a 9 qui viennent, donc ça veut dire que ce membre-là, chaque membre du COC qui est venu, peut-être pourra faire venir avec lui au moins 5 personnes. Donc, du coup, ceux qui sont partis, ça n'a pas vraiment grand effet sur le GPS en tant que tel. Donc, nous ne considérons pas ça vraiment comme un événement majeur, parce que dans un mouvement politique comme le GPS, nous avons un seul leader, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce leader qui est faisait du roi. Voilà, lorsque vous avez remarqué, tous ceux qui étaient aux côtés du président Soro, ils avaient une lumière, mais lorsqu'ils vont, c'est fini, on ne les sent plus, et bon, c'est comme ça. Ça veut dire que le GPS, tant que le président Guillaume Soro est au GPS, le GPS va survivre et le GPS va toujours recruter. Parce que c'est les idéaux du président Soro que nous suivons. Donc nous n'avons pas affaire aux autres qui sont des militants peut-être, mais qui n'ont pas cette même influence aujourd'hui que le président Guillaume Soro. Donc le faiseur du roi, c'est Guillaume Soro. Tant qu'il est au GPS, je pense que nous, il n'y a pas de problème parce que lui, il est suivi par le peuple. Et c'est le peuple qui aura le dernier mot. Ce n'est pas un militant qui s'en va, qui va vraiment influencer le GPS en tant que tel. Donc pour nous, c'est les événements, c'est vrai, mais nous minimisons cela parce que ça n'a pas vraiment grand effet sur l'évolution du GPS en tant que tel. Voilà ce que je peux dire par rapport à ceux qui sont partis. Merci, M. Sidibé. Nous passons au deuxième volet qui va concerner le président du GPS, M. Kibafori Soro-Guillaume, de ses relations avec les autres partis politiques, les autres leaders. Alors, comment va le président du GPS? Ouais, merci pour la question. Je pense que le président du GPS va très bien. Vous l'avez constaté le mois passé, il était au Ghana. Il a été reçu par le président ghanéen qui est un ami de longue date. Et vous avez vu les honneurs qu'il y avait été accueillis au rang en tant qu'ancien président de l'Assemblée, ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, cela prouve un peu aujourd'hui que le président Soro va très bien
il va très bien et il continue toujours le travail de rendre le GPS solide et rendre le GPS prêt pour les élections. Voilà, c'est ça notre objectif et à nous, à notre niveau, voilà, nous pensons que tout va bien parce que là où il est, vraiment, nous communiquons, nous faisons les réunions. Dans ce mois de cette année de 2025, le président a eu près de 6 réunions avec les militants des GPS, avec les différentes structures. Donc, c'est dit que, voilà, c'est vrai que physiquement, aujourd'hui, avec la situation, il n'est pas facile de regrouper. Mais nous le faisons vraiment avec la nouvelle technologie qui est là. On n'a pas forcément besoin d'être présent pour diriger un parti, pour maintenir les structures et pour diriger un mouvement. Et donc, c'est ce qu'il fait là où il est. Il arrive à diriger, il prend les décisions, il prend les décrets, comme il a fait hier, pour vraiment faire avancer le GPS en tant que tel. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu dans quel cadre le président Kiba-Fauré Soro-Guillaume s'est rendu au Ghana? Bon, le président Guillaume Soro est allé au Ghana juste pour une visite amicale, parce que n'oubliez pas que le président Guillaume Soro a un lien très fort avec le président Dramani. Vous avez vu que lorsqu'il soutenait son diplôme de master en finance en France, il avait invité John Dramani qui était en ce temps-là de l'opposition. Donc ils se connaissent, ils se fréquentent il y a longtemps. Donc il a répondu à l'invitation d'un ami d'abord, voilà, qui est devenu président. Donc c'est tout. Il allait juste rendre visite à un ami pour dire que vraiment il est très heureux qu'il a été élu président du Ghana et que cela n'affecte en rien les relations amicales qu'ils entretiennent. Et donc pour montrer aussi à tout le monde que vraiment il va bien et que voilà, beaucoup de choses sont dites sur lui, mais tout le monde a eu le temps de constater effectivement avec la visite qu'il a faite que vraiment bon, ce qui s'est dit effectivement c'est pas ça. Donc il allait voir une connaissance avec qui il entretient de très bonnes relations. Voilà, c'est tout. Merci, on continue. Merci pour cette belle réponse. Alors, ça c'est sur le plan international. Sur le plan interne en Côte d'Ivoire, pouvez-nous parler un peu des rapports avec les rapports entre le président du GPS, M. Soro-Guillaume Kiba-Fauré, et les autres leaders de partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire? Bon, vous savez que si vous suivez les discours du président Guillaume Soro depuis 2020-2019, il a toujours soutenu l'union entre les partis politiques d'opposition. Parce qu'il a toujours dit qu'en Côte d'Ivoire, aucun parti politique ou mouvement ou président ne peut gagner sur les élections. Et si l'opposition est solide et unie, ce sera une victoire pour facilement dégager le RHDP du pouvoir. Mais tant que l'opposition n'est pas unie, ça sera difficile. Et donc, c'est cet objectif-là qu'il poursuit toujours, pour dire que le président n'a aucun problème avec un président de parti politique quelconque. Vous l'avez vu, aujourd'hui, nous étions avec le PPACI, le PDCI. Nous avons travaillé ensemble pour organiser cette manifestation. Nous avons mis en place un comité d'organisation qui était composé des différents militants de nos différents partis. Donc nous avons travaillé en symbiose et c'est ce que le président Soro a toujours recommandé, que nous travaillons en symbiose avec l'opposition partout où cela est possible. Et vous avez vu aussi que même l'honorable Kando, son arrestation est venue du fait qu'il a posé sa signature sur la décision qui avait été adoptée par le CAP, les 25. Et donc, quelque part, il a été arrêté et mis en prison.
parce que ce jour-là, il était allé collaborer, voilà, avec les autres partis politiques, comme l'a toujours suggéré le président Guillaume Soro. Donc, c'est dit que, voilà, le président n'a aucun problème avec qui que ce soit, et il souhaite travailler avec tous les leaders politiques qui sont vraiment disposés à faire changer les choses en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse vraiment vivre une nouvelle ère où nous allons ensemble arriver à vaincre le RHDP, voilà, en 2025. Donc, c'est ça l'objectif du GPS actuellement. Merci. Donc, en finalité, nous pouvons être rassurés que le président Soro Guillaume, avec le GPS, n'a aucun problème avec les autres leaders de partis politiques en Côte d'Ivoire, les partis en vue de l'opposition, le PDCI, le PPACI. Donc, au vu de ce que vous venez de dire et de la marche de protestation devant l'ONU d'aujourd'hui, cette marche qui a regroupé le PDCI, le PPACI et le GPS démontre des grandes relations qui existent entre ces partis politiques. Merci. Oui, alors, effectivement. Allez-y. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Vous avez, si vous vous souvenez, il y a presque un mois de cela, le président avait fait une déclaration lorsqu'il a constaté la radiation, l'exclusion de certains candidats sur la liste électorale. Je pense que si vous vous référez à la déclaration qu'il a faite, il a mentionné tous les leaders politiques qui avaient été exclus de la liste et il a demandé que tous ceux-là soient rétablis, voilà, dans leurs droits civiques et politiques. Donc, pour dire qu'effectivement, ce que vous avez dit, c'est la réalité. Le président Soro n'a aucun problème et nous travaillons en biais avec tous les partis. Merci. J'ai parlé de ce discours le mardi passé. Je le réitère encore aujourd'hui. J'ai été très surpris lorsque le président, j'ai été très surpris par l'annonce faite par le président Soro Guillaume du GPS lorsque M. Thiam a rendu sa démission le dimanche. J'ai été très touché par le discours fait par M. Soro Guillaume. J'ai trouvé que c'était un très grand discours, avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'émotion. Il a relevé, beaucoup de tares de la société gouvernementale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce discours. J'ai beaucoup aimé ce discours. C'est un discours qui m'a laissé comprendre que M. Soro Guillaume était un grand politicien. Merci. Alors, est-ce que le président Soro Guillaume envisagerait un jour venir aux États-Unis pour galvaniser ses militants, ses sympathisants du GPS aux États-Unis Oui, ici? Oui, je sais que vous êtes très nombreux ici. Je sais que vous êtes très nombreux. Alors, est-ce qu'un jour, il envisagerait venir ici? Oui, bien sûr. Le président Soro a toujours dit, partout où il y a des militants de GPS, même s'il y a 5 militants, il fera l'effort pour visiter ces zones-là. Parce que partout où il y a des Ivoiriens, il se dit que c'est une obligation pour lui d'aller vers ces Ivoiriens-là et s'enquérir de leurs conditions de vie et aussi voir dans quelle mesure, dans quel cadre, ensemble, ils peuvent peut-être aider ces personnes-là à améliorer certaines conditions, que ce soit ici ou en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dit que lorsque l'occasion se présentera, le président Soro viendra, voilà, pas seulement aux États-Unis, il fera une tournée partout, voilà, dans le monde et en Côte d'Ivoire, pour essayer de parler aux militants des GPS. Donc, effectivement, c'est dit que cela sera possible, voilà, et nous travaillons là-dessus.
Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Merci. Alors, les gens vous écoutent à travers le monde entier à partir de Jacques Roger Show International, la première radio en ligne de la diaspora africaine. Quel regard, je vais reposer encore cette question, quel regard le GPS fait sur l'exclusion des leaders de l'opposition dans le GPS? Oui, Quel bon, le regard président, faites-vous? voilà, je pense que vous-même vous l'avez dit, le discours du président la dernière fois, parce que on peut comprendre si c'est une seule personne. D'abord, ça a commencé par le président Guillaume Soro, lorsque le président Gbagbo était encore à La Haye, lorsqu'il a dit qu'il allait se présenter, dès qu'il a annoncé sa candidature en Espagne, voilà, et du coup, on a vu un peu la machine du RAGP, la machine judiciaire, qui a déjà commencé à chercher des tas. Ils ont tout fouillé. Et le seul alibi qu'ils ont trouvé, c'était qu'il s'était approprié une maison, alors qu'il n'a même pas participé à l'achat de cette maison. Cette maison lui a été offerte par le président Laurent Gbagbo lorsqu'il était encore en fonction. Et les transactions se sont passées à travers le ministre Charles Duby, et même il y a des notaires qui étaient là, et même Marcel Amontano, qui était ministre de la Constitution. Donc, pour dire que l'exclusion aujourd'hui de ces leaders politiques répond à juste un désir politique du RADP d'éliminer certains candidats. Voilà, le président Alassane aujourd'hui, malgré que ses partisans l'acclament comme le brave tiers, le leader, aujourd'hui ils ont peur de l'opposition, et donc pour eux, ils se disent que le mieux pour eux, s'ils veulent se maintenir au pouvoir, c'est d'éliminer les grosses têtes de l'opposition et peut-être se chercher un candidat insignifiant qui peut se présenter contre le président Alassane Ouattara pour les élections de 2027. Donc c'est un peu ça l'objectif de l'exclusion. Parce que le président Gbagbo a été acquitté par la CPI. Et donc logiquement, il devait être inscrit sur la liste électorale. Et donc la Cour africaine des droits de l'homme a même encore confirmé cela à travers une décision de justice. Tout comme le président Soro, lorsqu'il a été poursuivi, la Cour africaine des droits de l'homme a reconnu que c'était une décision juste pour écarter un candidat gênant voilà, de la Cour présidentielle. Ils avaient demandé qu'on réintègre le président Soro sur la liste électorale. Donc, on était avec ces deux, et voilà le président Thiam qui était là lorsqu'il a annoncé qu'il est candidat. Voilà encore que, par une magie, on trouve que voilà, il n'est pas ivoirien et que voilà, il aurait perdu la qualité d'ivoirien en se basant sur un article qui est l'article 48 et sur seulement le premier alinéa de l'article. Parce que lorsque vous lisez un article, vous ne devez pas vous arrêter au premier alinéa. L'article contient beaucoup d'alinéas. Et donc, il y a des situations, tous ces alinéas-là expliquent un peu les conditions de perte de la nationalité ivoirienne. Mais les juges, voilà, voulant satisfaire au désir du RADP, c'est uniquement basé sur l'alinéa, et parce que l'objectif était aussi d'exclure M. Tidjane Thiam, qui devenait aussi gênant en termes de popularité vis-à-vis du président Alassane. Donc du coup, voilà, et aussi le ministre Charles Bleu Boudet, qui était aussi avec le président Gbagbo Laurent à La Haye, qui a aussi, voilà, par un coup de hasard, a été condamné et a été exclu, alors que tous ceux-là, en principe, lorsqu'ils sont acquittés, parce que en justice, on dit que tu ne peux pas être acquitté deux fois pour le même fait. Donc, ayant été jugé par la Cour pénale internationale et acquitté, le gouvernement ivoirien se devait de les réintégrer, de ne pas entreprendre encore de procédures judiciaires.
parce que le président Alassane même l'avait dit, nous les avons envoyés à ces pays parce que, en ce temps-là, le pouvoir judiciaire ivoirien n'était pas encore solide. Nous venions d'une guerre, les salles les tribunaux étaient tous endommagés. Donc, selon lui, c'est la raison pour laquelle ils sont partis. Donc, s'ils ont été jugés et acquittés, je pense que c'est la règle du droit et la décision de la Cour suprême, de la Cour internationale, devait s'imposer à la Côte d'Ivoire, qui est un État signataire, voilà, de cette Cour-là. Mais pour des désirs politiques, on a décidé juste pour les exclure parce que le président Alassane veut être le seul candidat à courir pour les élections de 2025 comme il a fait en 2020. Donc moi je pense que voilà ce qu'on peut dire, que ces exclusions sont purement politiques et ça n'a aucune base légale en tant que telle. Merci, on poursuit toujours. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que coordinateur, en tant que militant, en tant que sympathisant du président Soro Guillaume? C'est-à-dire, je veux parler de tout l'ensemble. Qu'est-ce que vous faites pour que M. Soro Guillaume soit réinscrit sur la liste électorale et qu'il soit candidat aussi aux élections d'octobre 2025? Oui, ce que nous faisons, c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui, c'est d'essayer d'entamer une pression diplomatique au niveau international et informer l'opinion internationale de la situation d'injustice, de violation des droits civiques et politiques des leaders, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, la communauté internationale a un rôle à jouer. Donc lorsque nous les saisissons, peut-être que lorsque nous faisons du bruit, ils vont comprendre. Parce que tout dernièrement, je pense que l'ONU était à Abidjan, et ce n'est pas un fait de hasard, parce que c'est dit que la communauté internationale suit aujourd'hui à la lettre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, en tant que leader politique, en tant que mouvement militant des GPS, nous devons nous mobiliser de telle sorte que voilà, ces lois-là qui ont été, ces décisions de justice, il est injuste qui ont été prises, soient vraiment retirées afin que notre président puisse avoir son nom sur la liste électorale et aussi en même temps les autres présidents. Donc, le seul moyen que nous avons aujourd'hui, c'est essayer de faire des pressions, voilà, à travers des courriers que nous adressons à la communauté internationale, à certains responsables, et aussi à travers ces manifestations-là, juste pour attirer l'attention de la communauté internationale et sur l'injustice qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Alors, M. Sidibé, est-ce que vous avez d'autres membres qui sont avec vous, qui voudraient enrichir le débat? S'ils sont là, ils peuvent se faire signaler pour qu'on leur donne aussi la parole. Alors, ça fait près d'1 heure de temps que nous parlons du GPS. Pour tous ceux qui nous écoutent, auditeurs, auditrices, appuyez sur la touche 5 étoiles. Et si vous avez une question à poser, vous pouvez la poser directement au GPS, c'est-à-dire par le truchement de son coordinateur UEC qui est là. Si vous voulez aussi me poser des questions, vous pouvez poser la question. Donc, vous avez la parole. En attendant, nous continuons. Monsieur Sidibé, est-ce que les actions que vous êtes en train de mener, c'est-à-dire on va faire les marches, les dénonciations, est-ce que vous pensez réellement que ça peut amener M. Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, à corriger les tirs, c'est-à-dire à remettre M. Thiam, M. Laurent Gbagbo, M. Soro Guillaume, M. Blé Goudé sur la liste électorale. Et il ne s'agit pas de seulement être sur la liste électorale, mais
être candidat aux élections de octobre 2025? Oui, aujourd'hui, je pense qu'avec la situation politique, la réalité qui prévalait en 2020 n'est plus la même aujourd'hui en 2025. Et la communauté internationale, je pense, a une autre lecture de la situation politique en Afrique aujourd'hui. Je pense qu'avec les crises qui ont eu lieu au Mali, au Burkina et au Niger, ça doit servir de leçon aujourd'hui à la communauté internationale parce que je pense que c'est le fait d'avoir fermé les yeux sur certaines violations de la Constitution, sur certaines injustices, que nous en sommes arrivés là. Donc je pense que aujourd'hui, s'ils ne veulent pas que la même situation arrive à la Côte d'Ivoire, c'est la communauté internationale vraiment de s'élever et puis bon, d'essayer de faire les choses comme il se doit. Aujourd'hui, la pression internationale, vous avez vu, il y a 3 jours de cela, M. Thiam était au Parlement européen. Donc, je pense que c'est des choses à ne pas négliger parce que souvent, même une seule personne, une seule action peut vraiment amener des changements. Et aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est de montrer à la communauté internationale que c'est vrai, vous critiquez aujourd'hui les pays de l'AES d'être des pushistes et autres, mais il faut peut-être une remise en cause de la situation. Qu'est-ce qui les a amenés là? Et donc, on s'est dit que si vous n'y prenez garde, que vous laissez les choses faire, la même situation peut arriver en Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la situation du gouvernement qui est d'écarter tous les candidats, parce qu'aujourd'hui, il y a des frustrés. Et en écartant aujourd'hui les présidents Guillaume Soro, Babo Laurent et M. Thiam, c'est dit que c'est une partie de la population qui aujourd'hui est privée de leurs candidats. Voilà, nous savons aujourd'hui que c'est des partis quand même qui sont assis et donc ces partis-là ont une influence. Et je pense que la communauté internationale ne doit pas sous-estimer pas cela. Parce qu'elle sait que si les élections sont mal organisées, ça peut entraîner peut-être une crise. Et on l'a déjà vu en 2020. C'est vrai qu'il y a eu des morts, mais malgré ça, les choses n'ont pas, il n'y a pas eu de problème. Mais en 2025, la situation a changé. Voilà, nous avons aujourd'hui 3 pays qui, sur la base de mauvaises élections, de manipulation de la Constitution, se sont vus obligés. Aujourd'hui, le peuple est sorti et il y a eu cette situation. Donc nous, pour prévenir cela, parce que personne ne souhaite aujourd'hui que la Côte d'Ivoire reparte en crise. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Nous avons tous des parents là-bas. C'est pourquoi nous sommes préoccupés. Nous nous disons qu'à notre niveau, c'est d'interpeller la communauté internationale, leur dire, bon, voici la réalité. Si vous ne prenez pas garde, voilà ce qui peut arriver. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pouvoir à Abidjan ne compte que si la communauté internationale peut se maintenir au pouvoir. Donc, si cela, nous pouvons exercer une pression sur eux, il faut comprendre que en faisant cela, c'est vrai, vos intérêts aussi, vous les mettez en péril. Donc, cela pourra peut-être les amener à vraiment faciliter des élections transparentes. Lorsqu'une élection est transparente, je pense que tout le monde y gagne, même la communauté internationale. Donc, voilà un peu pourquoi je pense qu'effectivement, avec les moyens de pression que nous avons, en les interpellant, eux aussi, ça va les amener à prendre conscience et à comprendre que réellement, ils doivent lever le petit doigt pour que les choses puissent changer. Sinon, cela ne va dans l'intérêt de personne. Voilà, parce que les gens aujourd'hui ne vont pas accepter facilement que les candidats soient éliminés et qu'on observe une élection qui est déjà truquée depuis le début. Ça sera très difficile. Donc, voilà un peu ce que je dis. Donc, je pense que la communauté nationale a intérêt et c'est pourquoi nous essayons dès maintenant d'attirer leur attention sur cette situation-là. Merci, M. Sidibé. Nous continuons. La parole est ouverte. D'accord, il y a 2 questions, M. Dougan.
Oui, oui, allez-y. Vous-même ou Oui, bien des auditeurs, oui, des auditeurs. Ok, allez-y. Alors, la première question pour M. Sidibé. D'abord, je profite pour dire bonsoir à M. Sidibé. Et la première question qui vient donc de... C'est Kona. Il dit, le GPS est aujourd'hui interdit. Est-ce que le fait qu'aujourd'hui, que lui, il parle du GPS, s'il était au pays, il allait être sous la loi, sous le coup de la loi? Et en parlant du GPS aujourd'hui, est-ce que vous êtes un peu en danger? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il dit, que répondez-vous à ceux qui accusent M. Suro-Guillaume d'avoir participé à la militarisation, c'est ça, de la politique ivoirienne dans le passé? Voilà les deux questions de M. Conan. Merci, commandant Jacques, comme on l'appelle. Vraiment, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je pense que pour la première question, oui, nous savons qu'aujourd'hui, être militant de GPS, cela comporte des risques, pas seulement pour nous, pour nos familles, parce que nous avons des camarades, comme je l'ai dit, qui ont perdu leur boulot parce que simplement ils sont GPS. D'autres sont aujourd'hui en prison parce que simplement ils sont GPS. Et d'autres même reçoivent des intimidations. Nous avons des militants ici, lorsqu'ils vont dans les manifestations et que leurs parents les voient, ils les appellent, ils essaient de les intimider. Nous avons des gens aujourd'hui qui sont là où les frères, les sœurs leur disent non, il ne faut pas faire parce que c'est un mouvement. Mais je pense qu'un homme, il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Parce que la lutte que nous menons, si nous nous disons que c'est une lutte pour amener le changement en Côte d'Ivoire, je pense que cela n'a pas de prix. Parce qu'une lutte n'a pas de prix. Tous ceux aujourd'hui, il y a d'autres qui ont sacrifié leur vie pour des luttes. Aujourd'hui, pourquoi on parle de Thomas Sankara? Thomas Sankara, comme on le dit, il savait bien qu'il a dit qu'il sait qu'il n'a pas vécu pour longtemps parce que le chemin qu'il suivait, il savait qu'il y avait des gens, il avait des personnes qui pouvaient peut-être attenter à sa vie, mais il a dit, je prends le risque d'aller jusqu'au bout parce que je veux faire un changement. Mais aujourd'hui, après sa mort, depuis plus de 30 ans après sa mort, aujourd'hui, Thomas Sankara, personne, c'est comme s'il vivait encore. On a vu le muselé à son nom, mais pourquoi? C'est son courage. Donc je me dis qu'à un moment, c'est Dieu qui met certaines personnes sur ces voies-là pour dire non, nous devons faire quelque chose, nous devons nous lever. Et aujourd'hui, c'est ce que le GPS fait. Malgré qu'on parle de dissolution, aujourd'hui, vous avez vu au tribunal, il y a plein de militants qui sont partis soutenir le vice-président Soul to Soul. Et vous voyez que malgré la dissolution, il y a des militants qui mènent des activités de GPS. Parce que nous disons que le GPS ne peut pas être dissous par un juge. C'est là la question. Parce que le problème même que nous pouvons, la problématique, est-ce que la dissolution des GPS aujourd'hui est sur une base légale? C'est purement politique. Parce que la loi nous dit que pour dissoudre, parce que le GPS n'a pas été enregistré comme un parti politique. Donc, pour que le GPS soit dissous, le GPS est enregistré en tant qu'association. Donc, pour que le GPS soit dissous, il fallait qu'il y ait une procédure de dissolution d'une association en tant que telle. Une association ne peut pas être dissoute devant un juge. En Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. Donc, voilà pourquoi nous disons que le GPS subit ici une injustice de la justice. Parce que c'est purement politique. Et nous l'avons soulevé, ce cas-là, devant la Cour suprême. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse. Et la deuxième chose aussi, lorsque vous interjetez appel, tant que la décision d'appel n'est pas rendue, vous continuez votre activité. C'est comme on te dit aujourd'hui, bon, tu es condamné à 20 ans. Tu vas dans un tribunal de premier instant, on dit, bon, le tribunal te condamne à 20 ans. Mais on ne va pas te mettre en prison automatiquement. Parce que si ton avocat interjette appel, on va te donner une date, ok, d'accord, comme ton avocat s'est plaint, donc on va refaire le jugement, envoyer d'autres preuves. Donc vous allez aller encore devant le juge. Donc pendant ce temps-là, toi, tu ne vas pas aller en prison. Ça ne se fait pas. Et mais lorsque la décision est confirmée, maintenant, on peut te dire, bon, comme il y a eu appel, il y a eu tant, donc voilà, le juge ça a été rejeté, donc tu es
il faut, comme on dit en droit, il faut épuiser tous les recours. Lorsque tu es condamné, tu dois d'abord épuiser tous les recours que la loi te donne pour pouvoir confirmer ta condamnation. Donc le GPS est à ce stade-là aujourd'hui. Et je pense que c'est une mauvaise interprétation parce qu'on veut faire croire que le GPS, mais si on va sur la base de la loi, le GPS n'est pas dissous au titre de la loi. Mais si on va sur la base politique, la volonté politique d'un gouvernement aujourd'hui de voir disparaître un mouvement politique, nous pouvons dire oui parce qu'il continue les intimidations. Et les avocats l'ont toujours démontré. Mais comme vous savez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la loi, l'application de la loi dépend de quel côté tu es. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui volent, qui ont volé des milliards, mais ils sont encore là dans le gouvernement, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais dès que vous décidez de quitter le RHDP, essayez de voir. Peut-être demain, on va vous arrêter, on va vous mettre en prison. Donc, c'est ça. Ça dit que la justice n'est pas aujourd'hui libre. Et donc, cela affecte non seulement les partis politiques et les personnes, mais c'est la réalité. Et c'est un peu ça la situation du GPS. Donc, nous disons que, aux yeux de la loi, le GPS n'est pas dissous. Parce que ce n'est pas un parti politique. Donc, un juge, pour dissoudre le GPS, il y a une méthode, il y a une procédure. Cela n'a pas été respecté parce que on est resté là, on a appelé le juge, on dit bon, il faut dire que le GPS est dissous. Et le juge n'a fait qu'à appliquer. Parce que eux-mêmes, si tu leur demandes sur quelle base légale ils l'ont fait, ils ne pourront jamais justifier. Donc voilà pourquoi nous disons que pour nous, le GPS existe. Et pour éviter que le pouvoir, peut-être en Côte d'Ivoire, comme ils ont le pouvoir, et lorsque vous sortez, vous faites des réunions, ils sont derrière vous. Mais ici, par exemple, si c'était dissous, on allait nous dire ici, mais il n'y a aucune base légale. Donc nous sommes libres ici de mener les activités à l'extérieur parce que eux, ils comprennent. Sinon, moi-même, j'ai été victime ici, quand j'ai été nommé en tant que délégué simple, mais le lendemain, j'ai vu mon nom dans les journaux, bien sûr, les Facebook, on dit que ouais, j'ai participé à un attentat à Kafolo, et on aurait retrouvé mon numéro si un certain terroriste. Mais il a fallu que l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire fasse une clarification pour dire que l'attentat est purement politique, un attentat terroriste, que ça n'a rien à voir avec la politique. Donc ça dit que les gens, souvent, ils inventent des choses juste pour essayer de vous intimider. Mais comme je l'ai dit, dans la vie, c'est un choix. Lorsque vous choisissez, vous allez au bout parce que, quelle que soit la situation, si vous devez aller en prison, vous allez aller en prison. C'est écrit. Moi, je me dis que c'est dans le destin de chacun. Donc, la lutte, comme tu peux mener pour ton pays, pour amener le changement, c'est ce que nous faisons parce que nous voyons aujourd'hui que le GPS vit une injustice. Le président Soro vit une injustice. Donc, c'est à nous de nous lever aujourd'hui pour dire non, ça suffit. Parce que nous ne voulons pas aller là où les gens veulent nous faire partir. On ne veut pas, tout le monde ne peut pas être là et puis fermer la bouche, dire que non, il faut accepter. Non. Certains doivent se lever et dire non, et c'est ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous sommes rejoints par beaucoup d'autres partis politiques, voilà, qui sont dans la même situation et qui combattent. C'est vrai que eux, contrairement à nous, ils mènent leurs activités sur le terrain, ils sont libres, mais nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, mais nous disons que, voilà, si on ne veut pas qu'on mène d'activités dans les salles, nous pouvons toujours peut-être mener d'autres activités, des bases, parler à nos bases et les réunir et puis attendre la période. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, concernant le président Soro, vous savez, la crise en Côte d'Ivoire, je pense que si on veut faire l'historique de la crise, parce que les gens souvent ont tendance à ramener la crise de la Côte d'Ivoire seulement en 2002. Non, la crise de 2002 est une résultante d'une crise précédente qui a existé. Parce qu'il y avait une situation qui a été mal gérée, qu'on appelait l'ivoirité, et qui a atteint un certain niveau où il n'y avait plus de compréhension, où chacun donnait une appréciation, où tout se faisait. Donc aujourd'hui, le président Soro, c'est vrai qu'il a contribué en tant que secrétaire général des forces nouvelles, mais est-ce que les gens ont imaginé, et peut-être si Soro n'était pas là, comment allait être cette crise?
Parce qu'effectivement, le président Soro lui-même, dans les forces nouvelles, il a été victime d'attentats. Donc, ça veut dire que ceux-mêmes qui étaient là, à un moment, peut-être n'appréciaient pas ce qu'il faisait parce qu'il avait entamé la paix et mettre la Côte d'Ivoire ensemble. Donc, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'au moment opportun, il va falloir en parler et vraiment parler de cette crise. Parce qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, tout le monde ramène la crise. C'est vrai qu'il y a une crise militaire, mais on ne réfléchit pas réellement quelles sont les conditions qui ont amené la Côte d'Ivoire à aller à ce stade-là et qu'est-ce que nous devons faire pour ne pas retomber dans cela. Parce qu'il y a eu aussi après ça la crise de 2010. La crise de 2010 qui est retombée des élections. Et en 2020 encore, il y a eu des morts. Mais le président Soro n'y était pas. Donc, c'est dit que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a eu des étapes de violence. C'est vrai, le président Soro à un moment était là, mais avant le président Soro, il y avait eu un coup d'État en 99 où il n'était pas là. Et ça aussi, si ce coup avait foiré, personne ne sait où ça allait s'engendrer. En 2002, c'était aussi un coup d'État manqué qui a entraîné une guerre. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire suit aujourd'hui beaucoup de situations et nous devons comprendre que 2002 ne doit pas être le départ et la fin. En 2020, le président Soro n'était pas là, il y a eu une crise. Donc, comment prévenir cette crise-là? Je pense que c'est à nous, Ivoiriens, de mieux réfléchir à ça. Voilà. Sinon, le président Soro, il a dit, effectivement, il a participé à une rébellion pour mener les changements. C'était de permettre à la Côte d'Ivoire de voir une autre vision par rapport aux problèmes qui étaient là. Mais seulement celui qui a été changé, qui a été élu, a trahi la cause. Et nul ne peut comme cela. Parce que c'est pourquoi lui-même aujourd'hui, il s'est rébellé contre Alassane parce qu'il a dit, mais nous, on n'a pas lutté pour ça. Nous, on s'est dit qu'il y avait une situation, on a lutté pour les Ivoiriens, pour une certaine cause, mais ce que tu fais, c'est en contradiction avec nous, nos idéologies. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'entente entre les deux. Parce que si peut-être il avait continué, on aurait dit, mais il est coupable. Non. Il a dit, non, monsieur le président, vous allez sur le mauvais chemin. Moi, je pense que là, on doit dire non, on doit penser réellement à la situation. Parce qu'il y a une situation que les gens se refusent de voir souvent. La Côte d'Ivoire était déjà divisée avant que le président Soro ne vienne. Et il y a eu des cas. Donc maintenant, c'est vrai que la guerre est arrivée. Et vous savez que cette guerre-là, il y avait une force militaire et il y avait une force politique. Est-ce que si le président Soro n'était pas devant, la guerre allait s'arrêter? Ça, c'est une question. Donc, c'est un peu, je demande vraiment à chacun de mieux réfléchir pour voir réellement qu'est-ce que nous pouvons faire pour avancer aujourd'hui la Côte d'Ivoire vers une situation où on ne soit pas là vraiment. C'est vrai qu'il était là, mais Soro Guillaume n'a pas pris les armes. Et il y a un groupe qui a pris les armes, qui était là en 99, où Soro Guillaume n'était pas là. Peut-être que, même si Soro Guillaume n'était pas là, cette crise-là allait continuer. Donc maintenant, qu'est-ce qui a provoqué cela? C'est à ça chacun doit réfléchir pour que vraiment nous puissions trouver des solutions pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, deux questions de M. Pascal. Alors, la première question, il dit, quel est le rôle exact du GPS aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui? Quels sont donc vos moyens? Et continue la première question. M. Soro Guillaume est-il toujours interdit de séjour aux États-Unis? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il dit, en tant que représentant du GPS à l'étranger, avez-vous été donc approché ou tenté de négocier avec d'autres partis ou acteurs internationaux? Oui, bon, actuellement, concernant la première question, je dirais que nous, au GPS ici, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et concernant la vie des GPS, le GPS aujourd'hui vit sur fonds prime cotisation des militants. Voilà, nous ne recevons aucun soutien, voilà, de qui que ce soit, mais c'est les militants qui contribuent à toutes les activités que nous menons, comme d'ailleurs tous les autres partis. Donc, notre propre source de financement, c'est nous-mêmes, voilà. Et donc, ensuite, concernant le problème des contacts internationaux, oui, nous essayons, nous faisons des lettres, nous adressons à certains sénateurs, nous adressons à certaines personnes pour leur faire comprendre la situation. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens ici ne savent pas comment les choses évoluent en Afrique. Vous parlez souvent de certaines personnes qui ne savent même pas où la Côte d'Ivoire se trouve. Et souvent même,
Moi, j'ai eu plusieurs fois à causer avec certaines personnes, quand il est pas de la Côte d'Ivoire, soit ils regardent, oh, vous avez remporté la Coupe d'Afrique, ou bien, ah, c'est là-bas Didier Drogba, bien, ou bien Yaya Touré. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment une connaissance. C'est normal, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est à nous d'aller vers eux, les informer sur la situation, dire, bon, voilà politiquement ce que nous voulons, et voilà la situation. Donc, c'est ça, notre partenariat, c'est ça, c'est-à-dire aller vers eux avec des courriers, les informer. Il y a des décideurs parmi. Donc, ces décideurs-là aussi, ils auront le temps d'analyser et peut-être que s'ils ont l'opportunité de discuter du problème de la Côte d'Ivoire, au moins ils auront une idée sur ce qui se passe. Je pense que les informations que nous leur donnons pourront servir réellement à avoir plus d'infos, à savoir la réalité. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons et aussi à travers nos activités. Maintenant, avec les partis ici, bon, je dirais que c'est les partis politiques ivoiriens. Nous collaborons ensemble, mais en termes de partenariat, vous savez qu'il y a seulement deux partis. Ici, il y a le Parti républicain et le Parti démocrate. Donc, quand ils sont au pouvoir, vous allez vers le Sénat, vers les représentants, vous les envoyez des courriers au département Afrique pour les informer sur la situation. Donc, c'est tout ce que nous faisons actuellement. Maintenant, la deuxième question, pardon, je n'ai pas, si on peut me rappeler cela, concernant Guillaume Soro. Allô? Oui, commandant Jacques-Roger. Commandant Jacques-Roger. Oui, la deuxième question, je crois, il dit, en tant que représentant du GPS à l'étranger, avez-vous déjà été approché par d'autres formations politiques telles que le RHDP ou avec d'autres acteurs internationaux? Voilà, je crois que c'est pour résumer sa question, c'est ça. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été approché par le RHDP parce que, ils l'ont pas encore fait parce que peut-être qu'ils savent un peu ma position. Parce que je connais beaucoup de gens parmi eux. Nous ne sommes pas des ennemis. Voilà, nous travaillons et beaucoup savent un peu comment je suis, comment je travaille. Et ils ont peut-être vu ma détermination parce que l'intimidation qui avait été essayée n'a pas marché. Donc aujourd'hui, moi, ils savent que je suis là pour la vérité. Et puis nous ne sommes pas trop nécessités comme en Afrique. En Afrique, peut-être, tu peux vraiment essayer de corrompre certaines personnes avec des miettes. Mais ici, chacun travaille, Dieu merci. Nous avons nos affaires, nous travaillons, nous arrivons à nous prendre en charge. Donc, je dirais que s'ils doivent m'approcher, peut-être que c'est dans le travail sincère. Et tel que je connais aujourd'hui la position du RHDP, qui n'est autre que de voir le GPS disparaître et que les militants se font au RHDP, ça sera difficile vraiment que nous aurons une collaboration. Maintenant, concernant les autres partis internationaux, vraiment, on n'a pas de contact avec ces partis-là. C'est vrai que nous avons souvent l'invitation de certains mouvements de l'AES pour aller participer aux manifestations, ça s'arrête là, mais nous n'avons pas de partenariat en tant que tel avec des partis politiques internationaux. Merci. Oui, commandant Jacques, vous avez d'autres questions? Non, il y a deux invités. Je crois qu'il y a M. Baradi qui est en ligne et puis il y a un qui commence, le numéro commence par 75 et puis 85. Les micros sont ouverts. Allez-y. Alors, allez-y vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez-y, M. Baradi, allez-y. Bonsoir, M. Kwasi Doga. Bonsoir au commandant Jacques Roger. Et je voulais vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée au coordinateur Saïbou Sidibé de s'exprimer sur le GPS ce soir au travers de votre antenne. Et vraiment, je pense que je vais le saluer pour les réponses qu'il a essayé de donner sans faux fuyant, avec toute l'humilité qui le caractérise. Et c'est vrai qu'il a essayé de faire de son mieux pour donner sans faux fuyant et pour répondre à vos questions. Et je voulais dire que vous avez posé une question relative à la dissolution du GPS. Et donc, je voulais m'apprécier un temps soit peu sur ce volet en disant que la situation de dissolution du GPS est une situation de fait.
une situation de fait en ce sens que, comme il a développé, le droit n'a pas été dit. Nous savons que la justice ivoirienne est manipulée. Vous avez des juges qui sont en exil. Vous avez à chaque fois, à plusieurs reprises, le barreau même des avocats se plaint de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire et ils se plaignent de la situation des présenteurs politiques qui pèsent sur eux dans leurs fonctions. Donc tout ça mêlé, donc nous permet de dire qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne n'est pas vraiment une justice indépendante. En ce sens, même encore, il y a eu plusieurs décisions de justice à l'international où le gouvernement a perdu, mais Alassane Ouattara a dit quoi? Qu'il n'allait pas respecter ses décisions. Et lorsque les décisions ne lui sont pas favorables, il brandit la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque c'est le contraire, je pense qu'il applique des façons, disons, à cœur joie. Donc, le GPS continue à utiliser les moyens que nous donne, les moyens légaux, bien sûr, que nous donne la Constitution et le droit international. Et c'est ce que vous voyez, malgré les résistances, malgré la violence qu'ils exercent sur le GPS, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, ici aux États-Unis, pareil, mais je pense que le GPS mène son petit bonhomme de chemin et nous sommes aujourd'hui bien sur les États-Unis et aussi dans les autres pays de la diaspora. Donc je voulais saluer et féliciter mon coordinateur Saïbou Sidibé qui vraiment a essayé de répondre avec toute humilité à vos questions. Donc, c'était pour lui exprimer mon soutien et toute ma fierté de l'avoir comme notre leader ici aux États-Unis. Merci. Merci. Je vois que vous êtes un membre du GPS. Bien sûr, je suis de la coordination Pennsylvanie. Merci pour votre intervention. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. La deuxième personne. Oui, bonsoir, moi c'est le camarade Koné Timoko depuis Oklahoma, secrétaire adjoint du GPS délégation IFA. Merci. Allez-y. Ok, tout d'abord, je dis merci au DG CDB, le coordinateur général IFA, pour son intervention. Sans vraiment, dans toute la clarité, en tout cas dans tout ce qu'il a dit, vraiment, je retrouve le GPS tout en marche. Et que je remercie à l'organisateur, Jacques Rouget, et celui qui avait posé les questions, il y a juste à M. Stibé. Vraiment, je vous remercie. D'abord, je vais revenir sur la question concernant la crise de 2002. Il y a eu une question d'un auditeur parlant de la crise de 2002. Voilà, Stibé avait répondu à la question, mais c'est juste pour appuyer un peu. Il est important que les Ivoiriens dans l'ensemble se posent la question, qu'est-ce qui nous a apporté, d'où est partie cette crise? Et tant qu'on ne cherche pas à comprendre l'origine de la crise, il serait difficile d'y apporter des solutions. Après de résoudre un problème, il faut savoir d'abord l'origine du problème. Mais tant qu'on sera en train de pointer le doigt à tout un chacun, soit à Sorobium, à ce que ce soit, il serait difficile pour l'Ivoirien en tant que tel de comprendre d'où est que la crise et comment est-ce qu'on peut la résoudre et comment est-ce qu'on peut la prévenir. C'est ça le plus important. Résoudre un problème, comment prévenir ce problème qui se répète encore. C'est là le plus important. Donc, c'est ce que je voulais dire à tout un chacun, à tous les Ivoiriens. Je ne sais pas en pointant les doigts M. James Soro pour une crise qu'il n'a même pas préparée, à laquelle il a. La crise est déjà née en Côte d'Ivoire. Il n'a fait que, à un moment donné, elle était à faire de la crise, mais il n'est pas l'origine de cette crise-là. Et je vous souhaiterais dire encore que sur quelle base en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens du Nord étaient exclus de ce pays, sachant que très bien c'est Ivoirien. Il y a eu ce programme en Côte d'Ivoire. Vous voyez, mais personne n'a s'est levé défendre cette cause de cette partie de la population-là. On a vu comment les massacres des hommes du Nord sont plus en Côte d'Ivoire. Pour ne pas revenir encore sur cette même chose, il faut dire aux Ivoiriens, regardons en face ce que c'est réellement passé et faisons tout ensemble de prévenir, de trouver de bonnes solutions durables pour construire ce pays. On ne peut construire ce pays tout seul. Il faut tous les Ivoiriens dans l'Union pour qu'on puisse avancer et construire une Côte d'Ivoire meilleure pour les générations futures. Ce qui est arrivé, c'est vrai, c'est dommage, mais nous devons arrêter là. Il faut penser au futur, il faut penser à la génération à venir.
main dans la main, nous arriverons et avec les GPS et ce que nous proposons aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire sera encore plus meilleure et sera encore plus mieux demain. Et tout ce que je veux dire, remercier vraiment tous les participants et vraiment j'espère qu'on aura encore le temps, l'occasion de retrouver cette chaîne pour débattre encore de la Côte d'Ivoire, ce qui est l'intérêt général et le centre d'intérêt de tous les Ivoiriens. Je vous remercie. Merci, monsieur. Depuis Oklahoma, nous sommes très heureux pour votre intervention. Comme je l'ai dit au début, nous tous, on a accusé monsieur Soro Guillaume, mais comme je l'ai dit, dès l'instant où il s'arrête un jour, il fait son mea culpa et il demande pardon et il demande la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire et qu'il refuse la tête baissée comme les autres qui continuent de commettre les exactions contre le peuple ivoirien, moi je le supporte. Il pouvait continuer comme les autres, manger, il peut se lever, aller se faire soigner sur le dos du contribuable ivoirien à l'hôpital, avoir un billet préférentiel, lui et sa femme et ses enfants, aller se faire soigner dans le meilleur hôpital de Paris, mais il a laissé tomber tout ça et aujourd'hui il est avec nous. Pour cela, je trouve qu'il mérite le pardon des Ivoiriens et c'est un grand homme. Il pouvait toujours continuer dans le mal, mais il a arrêté, quel que soit tout ce qu'on peut lui reprocher. Alors, M. Sidibé, nous allons à la fin. Monsieur Commandant Jacques, accorde-nous 4 minutes. Je vais vous poser une question que tout le monde pose, ça taraude dans les esprits. Nous sommes à 5 mois des élections. Si M. Soro Guillaume n'est pas remis sur la liste, et pour être un simple électeur à plus forte raison candidat, est-ce que vous avez un plan B? Le fameux plan B. Allez-y rapidement. Et de 2, est-ce que au cas où M. Soro Guillaume n'est pas sur la liste, est-ce que le GPS va appeler à voter un autre parti politique de l'opposition? Merci. Oui, merci. Je pense que je dis aussi merci à mes collaborateurs qui se sont exprimés. Voilà, merci de leur soutien. J'ai vraiment apprécié leur intervention. Oui, concernant le plan B, vous savez, c'est ça. Certains pensent que la Côte d'Ivoire peut être comme le Sénégal, mais les réalités sont différentes. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons 3 leaders, pas un seul. Au Sénégal, c'est seulement Ousmane Sonko. Mais ici, nous avons le président Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Guillaume Soro. Donc, parler de plan B, je pense que c'est un peu précipité. Nous sommes encore dans la lutte pour que ces différents leaders retrouvent leur nom sur la liste électorale pour que les élections soient vraiment transparentes. Et pour le moment, c'est à ça que nous devons penser parce que pour parler de plan B, il faut que nous soyons d'abord à l'acceptation des candidatures et que nous ayons vraiment épuisé tous les moyens en notre possession pour que nos différents leaders soient inscrits sur la liste. Donc, je pense que parler de plan B actuellement, c'est essayer d'endormir nos camarades militants de la lutte que nous devons mener. Évitons de parler de plan B, menons notre lutte et je pense que cela va aboutir parce que c'est ça notre objectif, que les leaders soient inscrits sur la liste. Donc, pour moi, je n'envisage même pas de plan B parce que je sais qu'il y a une injustice et que nous devons lutter pour que cette injustice soit réparée. Et c'est le sens de notre combat actuel. Donc, pour le moment, nous n'envisageons pas de plan B. Et si, comme vous l'avez dit, l'opposition arrive à s'unir et qu'on va ensemble aux élections, je pense que le GPS n'aurait pas d'inconvénient d'apporter ce soutien à quelqu'un. Mais pour le moment, nous envisageons lutter les moyens que nous pouvons pour que notre président soit sur la liste électorale. Actuellement, c'est notre seul objectif et c'est sur ça que nous restons pour le moment. Merci. Votre dernier mot? Le dernier mot, vraiment, je dis merci à tous les auditeurs
qui ont pris le temps pour nous suivre aujourd'hui, à mes collaborateurs qui sont venus assister. Aussi, je dis merci au commandant Jacques Roger et à vous aussi pour vraiment l'honneur que vous faites au GPS et aussi pour tout ce que vous faites pour la promotion de la démocratie ici aux États-Unis et aussi au sein de la diaspora. C'est un honneur pour nous et nous pensons, comme l'a dit le camarade, que nous aurons d'autres occasions de venir ici discuter ou bien vous inviter aussi, pourquoi pas, à certaines de nos manifestations pour qu'on puisse discuter le moment opportun. Vraiment encore merci pour cette opportunité et que nous soyons tous, que Dieu bénisse cette radio et que Dieu donne l'envie à cette radio que nous connaissons depuis 2006-2007. Voilà, donc merci encore à tous les animateurs et tous ceux qui font des efforts tous les jours pour maintenir cette radio en vie. Merci et bien des choses à tous. Merci M. Sidibé, coordinateur du GPS aux États-Unis. Transmettez nos sincères salutations au président Kibafori Soro-Guillaume et que Dieu le bénisse dans toutes ses activités. Nous remercions tous les partis politiques qui ont pris part à la marche d'aujourd'hui. L'unité se crée et l'unité va gagner. Demain, c'est à 21h avec Sister Sarah. Merci, commandant Jacques Roger. Merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse. Bonne nuit et à mardi prochain. Merci.